Personne n'avait touché à ce terrain depuis plus d'un siècle. Les anciens mineurs ont fait leurs valises et ont disparu, les archives ont été scellées et chaque enquête officielle a répété la même conclusion. Froide, l'or avait disparu, les terres étaient finies et ceux qui cherchaient encore ici perdaient leur temps. Lorsque les garçons Tassi sont arrivés avec des détecteurs à la main, ils pénétraient dans un pays que l'histoire avait déjà déclaré mort, bien avant 1900. Personne ne s'attendait à ce qu'il en sorte quoi que ce soit, car les terrains abandonnés ont une réputation dangereuse. La plupart des gens supposent que si des générations de mineurs sont partis, ils ont dû prendre tout ce qui valait la peine d'être trouvé. Mais ces terrains abandonnés cachent une vérité que très peu de gens comprennent. Parfois, les mineurs ne partent pas parce que l'or avait disparu. Parfois, ils sont partis parce qu'ils ont atteint les limites de ce que leurs outils, leur corps et leur époque leur permettaient de récupérer. Cette différence change tout. Et pour les garçons Tassi, ce n'était pas seulement une chasse de week-end comme les autres. C'était l'occasion de prouver que des terres oubliées peuvent encore receler des secrets suffisamment puissants pour réécrire l'histoire. Le plan semblait simple lorsqu'ils l'ont présenté pour la première fois. Plonger au cœur de l'un des systèmes fluviaux les plus isolés de Tasmanie et explorer un pays si isolé que presque personne n'y avait mis les pieds depuis que les premiers mineurs l'avaient abandonné plus de 100 ans plus tôt. Mais de simples projets deviennent des réalités brutales lorsque le terrain devient hostile. La brousse était épaisse, les rivières imprévisibles et l'isolement signifiaient qu'une fois qu'ils s'engageraient dans le voyage, il n'y aurait pas de retour facile. Les anciens mineurs n'avaient pas tort sur un point. L'or existait absolument ici. Leurs tranchées, leurs puits abandonnés et leurs tas de résidus dispersés le prouvaient sans aucun doute. Là où ils avaient tort, c'était de croire qu'ils en avaient récupéré la majeure partie. Les garçons Tassi ont compris que l'histoire célèbre souvent la découverte tout en ignorant ce qui reste, et c'est exactement la raison pour laquelle ils sont venus ici. Ils s'enfoncèrent dans la nature sauvage et isolée de la Tasmanie, que la plupart des prospecteurs n'oseraient jamais toucher. Ils ont fouillé un terrain que les experts modernes avaient écarté pendant des décennies. Chaque pas qu'ils faisaient allait à l'encontre des idées reçues, et chaque mouvement de leur détecteur remettait en question l'idée que cette terre avait déjà tout donné. Puis quelque chose s'est produit qui a changé toute l'expédition. Pour comprendre pourquoi cela était important, il faut remonter au milieu des années 1800, lorsque la fièvre de l'or a explosé à travers l'Australie avec une force imparable. Des villes entières ont été construites du jour au lendemain, alors que des milliers de mineurs se précipitaient dans les vallées fluviales, les montagnes et les ravins dangereux à la poursuite des rumeurs de fortune. La Tasmanie ne faisait pas exception. Sa propre ruée vers l'or a transformé des régions sauvages isolées en camps miniers chaotiques remplis d'hommes désespérés, prêts à endurer des pluies verglaçantes, des hivers brutaux et un isolement écrasant pour même la plus petite chance de richesse. Ils ont exploité de manière agressive et rapide. Tout ce qui était visible était arraché de la terre à l'aide de pioches de pelle et d'équipements de concassage primitifs. Le minerai le plus riche disparut rapidement car il était facile à identifier. Mais derrière ce succès se cachait un énorme angle mort que personne ne comprenait vraiment à l'époque. Ces mineurs travaillaient dans des systèmes de quartz fortement minéralisés, mais ils ne disposaient pas de détecteurs modernes de systèmes de récupération avancés et d'aucun moyen d'identifier l'or caché enfoui plus profondément dans la roche. Si l'or n'était pas visible à l'œil humain, il était souvent jeté comme un déchet sans valeur. Des tas entiers de matériaux potentiellement riches ont été jetés de côté simplement parce que les mineurs du XIXe siècle ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour reconnaître ce qu'ils détenaient. L'or piégé au plus profond des veines de quartz est resté intact. De minuscules pépites enfouies sous les couches rocheuses sont restées cachées. Les matériaux de moindre qualité ont été abandonnés parce que les mineurs se sont concentrés uniquement sur ce qui pouvait produire des revenus immédiats. Ce que l'histoire appelait un terrain épuisé était souvent simplement un terrain que l'ancienne technologie ne parvenait pas à comprendre. C'était la question qui poussait les garçons Tassi dans cette vallée oubliée. Ils n'essayaient pas de prouver si l'or avait jamais existé là-bas, car les anciens chantiers répondaient déjà à cette question. Ce qu'ils voulaient savoir était bien plus excitant. Les vieux mineurs avaient-ils, sans le savoir, renoncé à une fortune dont ils ignoraient qu'elle était encore enfouie sous leurs pieds? Leur processus commence bien avant qu'ils n'entrent dans la brousse. Contrairement aux chasseurs de trésors téméraires qui courent après la chance, les garçons Tassi fondent chaque expédition sur la recherche.
Quelques semaines avant le début d'un voyage, ils disparaissent dans les archives, étudiant des rapports miniers oubliés, des cartes historiques et des documents géologiques que la plupart des gens ne prennent jamais la peine de lire. Ces vieux documents révèlent où les mineurs travaillaient, combien ils trouvaient et surtout où ils ont soudainement arrêté de creuser. Ce dernier détail compte plus que toute autre chose. Si d'anciens mineurs abandonnaient une tranchée avant d'avoir complètement épuisé la géologie, ce point d'arrêt devient un signal d'alarme géant pour les prospecteurs modernes. La technologie du 19e siècle avait des limites strictes. Les mineurs travaillaient avec la vue, la force brute et des machines qui ne récupéraient que l'or évident du minerai à haute teneur. Tout ce qui était subtil, caché ou difficile était souvent ignoré. Ils ont récupéré des fortunes, mais ils ont aussi laissé derrière eux d'énormes sommes sans jamais s'en rendre compte. Les garçons Tassi comprennent cette réalité mieux que quiconque. Comme on le dit souvent, les anciens n'ont pas tout compris. Ils ont laissé suffisamment de place pour qu'une nouvelle génération arrive avec de meilleurs outils et des connaissances plus pointues. Ce qui était autrefois considéré comme une roche sans valeur peut désormais devenir une découverte qui changera votre vie. Cet avantage se présente sous la forme d'équipements modernes comme le détecteur MinLab, considéré comme l'un des outils de prospection aurifères les plus avancés au monde. Il peut localiser des pépites de moins d'1 gramme enfouies à plus de 30 cm sous terre, ce qui aurait semblé une pure magie aux mineurs travaillant sur ces mêmes terres dans les années 1880. Combiné à des modèles de recherche disciplinés et à des connaissances géologiques, il donne aux garçons Tassi un accès à de l'or intact depuis plus de 150 ans. Ils arrivent avant le lever du soleil. La vallée est silencieuse, froide et attend. Il n'y a aucune exploitation minière active ici, aucune perturbation moderne et presque aucun signe que quelqu'un ait jamais travaillé sur ce sol, à l'exception des indices cachés dans le paysage lui-même. En 20 minutes, la piste disparaît complètement. À partir de ce moment, la navigation devient instinct mémoire et observation attentive. Ils suivent les systèmes de drainage, les élévations du terrain et les lignes géologiques exposées exactement là où les documents historiques suggéraient que d'anciens mineurs travaillaient autrefois. La brousse semble vide, mais elle parle constamment à ceux qui savent écouter. Une dépression dans le sol est trop droite pour être naturelle. Un tas de terre s'élève anormalement du flanc de la colline. Des fragments de quartz dispersés reposent dans le sol où il ne reste aucune veine visible, car les mineurs les ont retirés il y a des générations. Ces minuscules indices les guident plus profondément dans une histoire oubliée. Chaque rocher brisé, chaque tranchée cachée, chaque monticule artificiel murmure la preuve d'hommes qui ont autrefois tout risqué ici. Plus ils s'enfoncent, plus le passé commence à se révéler. Avant d'allumer le détecteur, ils étudient que la géologie. Le long du bord du ruisseau se trouvent de lourdes pierres de fer coloré de minéralisation orange foncé et de couleur rouille. Cette couleur raconte une histoire vieille de plusieurs millions d'années, créée par l'eau surchauffée riche en minéraux circulant à travers des failles souterraines. L'or voyageait souvent avec ces fluides. Le quartz l'a piégé. Au fil du temps, l'altération a brisé ces systèmes, libérant de l'or dans la roche environnante ou le laissant piéger dans du quartz que les anciens mineurs jetaient négligemment. Cette possibilité envoie de l'adrénaline dans le groupe. Ensuite, ils le voient. Une ligne de quartz visible traversant le flanc de la colline comme une cicatrice laissée par le temps lui-même. Des pierres blanches striées de taches de fer traversent la pente exactement là où se formait autrefois une ligne de faille. C'est indubitable. La tranchée abandonnée ci-dessus confirme tout. Quelqu'un s'est tenu ici 150 ans plus tôt, a vu cette signature géologique exacte et a commencé à creuser avec des outils primitifs. Leurs tas de déchets sont toujours là, partiellement enfouis sous la mousse et la végétation, mais impossible à manquer une fois que l'on sait quoi chercher. Et c'est là que l'excitation atteint un autre niveau. Ces vieux tas de mulocs sont des pièges à or. Les mineurs triaient ces matériaux à la main à une vitesse incroyable, prenant des décisions en une fraction de seconde sur ce qui semblait précieux et ce qui semblait sans valeur. Les erreurs étaient inévitables. L'or caché dans du quartz d'apparence ordinaire a été jeté. Les petites pépites coincées sous les rochers ont été complètement manquées. L'or fin invisible à l'œil nu a fini par être jeté aux côtés de débris sans valeur. Et pendant plus d'un siècle, tout est resté exactement là où il a atterri, en attendant que quelqu'un doté de la technologie moderne découvre enfin ce que l'histoire a laissé derrière lui.
Les garçons de Tassie mettent en leurs écouteurs. Les travaux commencent maintenant. Signaux et silence, un clou. 20 centimètres plus bas à plat corrodé, produisant un signal suffisamment large pour suggérer quelque chose de réel. Ce n'est pas réel. Il va sur le tas croissant de déchets ferreux à côté du trou. Voilà à quoi ressemble réellement la prospection d'or sur d'anciens chantiers. Chaque signal doit être creusé. Le détecteur n'a aucun moyen de distinguer une pépite d'or d'un morceau de fil plié. Il enregistre seulement que quelque chose de métallique est présent, et la seule façon de savoir de quoi il s'agit est d'y accéder. Je n'aurai peut-être pas d'autre chance de travailler ce terrain, alors je vais me lancer ici, essayer, et voir si nous pouvons trouver de la couleur dans ce petit endroit ici. Le sol autour de ces anciennes tranchées est jonché des débris d'un siècle et demi d'activité humaine. Clous, boulons, grenailles de plomb, d'armes à feu, fragments d'outils anciens. Chacun d'entre eux semble être une possibilité, jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Les garçons Tassie travaillent sur chacun de ces signaux. Il n'y a pas de raccourci ici. Sauter une cible parce que vous êtes fatigué ou impatient est la façon dont vous dépassez l'or, et ils le savent. La discipline est peu glamour et implacable. Faites pivoter la bobine, obtenez le ton marqué, l'endroit, ouvrez le sol, vérifiez les déblais, vérifiez le trou, récupérez la cible, identifiez-la, remplissez le trou, passez à autre chose. Répétez cette opération 40 fois avant le déjeuner, et la plupart du temps, vous restez corrodé. Repassez une fois terminé. Le pin pointé, le petit appareil portatif utilisé pour localiser une cible précisément, une fois que le détecteur a signalé un signal, cesse de répondre proprement au milieu de la fouille sur la troisième cible de la matinée. In wet cold conditions, electronics do exactly this. Les garçons de Tassie travaillent sans déplaçant la terre en petite quantité, vérifiant à plusieurs reprises avec le détecteur principal pour réduire manuellement la source du signal. Cela double le temps nécessaire à chaque cible. Lorsque la cible sort, enfin, il s'agit d'un morceau de fer rouillé, pas plus gros qu'un ongle de pouce. Le moment a une qualité particulièrement plate. Il comble le trou, il passe à autre chose. Le prochain signal est à 12 mètres en amont de la pente. Grenaille de plomb. Celui qui suit est un boulon suffisamment profond pour avoir été enfoncé dans du bois pourri il y a des décennies. Puis d'autres clous, un fragment de quelque chose d'inidentifiable. Les garçons de Tassie photographient chaque cible et la mettent de côté, non pas par sentiment, mais par méthode. Chaque morceau de débris contient des données sur qui a travaillé ici et comment. Ils remontent par le bord inférieur du donjon principal des molas. La bobine oscille lentement et régulièrement. La pente est inégale, sous la repousse le sol tordu par les chevilles couverts de touffes et de fougères qui ont récupéré le sol perturbé depuis le départ des mineurs. Le froid remonte par le sol lorsque vous arrêtez de bouger. Vous n'arrêtez pas de bouger. La question est toujours la même. Le prochain signal est-il celui qui compte le système récifal? En s'enfonçant plus profondément dans les anciens chantiers, les garçons de Tassie atteignent le cœur de ce qui a amené les mineurs ici en premier lieu. Le récif est encore partiellement visible, une ligne de roches riche en quartz traversant le flanc de la colline en biais suivant la faille qu'il a créée. La tranchée qui la suit est suffisamment ancienne pour que ses bords se soient affaissés et que son fond soit rempli de décombres de feuilles mortes. Mais son objectif est indubitable. Quelqu'un a suivi ce récif à la main dynamitant et forant avec rien d'autre que des tiges d'acier et des marteaux, puis s'est retiré. Allez de gauche à droite par-dessus et nous verrons ce que nous pouvons obtenir. C'est généralement à la surface que je récupère la plupart des plombs de mon fusil de chasse. Le minerai au seau l'or qu'ils trouvaient payait l'effort. L'or qu'ils ont manqué n'a rien payé parce qu'ils ne savaient pas qu'il était là. Au bord de l'ancienne tranchée, vous pouvez voir où coule le filon de quartz. La ligne de roche blanche est interrompue, recoupée, extraite, travaillée. Les mineurs qui ont fait cela étaient bons dans ce qu'ils ont fait. Ils ont identifié le récif, suivi le minerai et en ont extrait la majeure partie. Puis ils sont partis. Le mouloc qu'ils ont laissé derrière eux court des deux côtés de la coupe sur 20 mètres. Roche qui a été détruite, triée à l'œil nu et jetée lorsqu'elle ne montrait aucun or visible. Dans un système récifal comme celui-ci, l'or se présente sous deux formes, qui déterminent ce que le laboratoire minier peut trouver. Le premier est de l'or en pépite de l'or libre qui est séparé de la roche haute et se présente comme une pièce métallique discrète. C'est ce que le détecteur lit le plus proprement, car un morceau de métal discret produit un signal clair et cohérent,
Le second est de l'or enfermé dans du quartz incrusté dans la matrice minérale invisible pour tout détecteur récupérable, uniquement en écrasant la roche pour libérer ce qu'il contient. Les vieux tas de Mulhoc peuvent contenir les deux types. Les garçons Tassi recherchent de la pépite d'or et le Mulhoc que les vieux mineurs ont abandonné est l'endroit le plus susceptible de le trouver. Qu'ont-ils laissé dans ce récif pas d'or? Encore. Des heures plus tard, chaque signal étudié, chaque cible récupérée. Les résultats sont des déchets ferreux, le bruit de fond d'un site historiquement exploité, preuve de la présence de gens ici, mais pas le genre de preuve que l'on est venu trouver. Les garçons Tassi continuent de travailler. Ils repoussent la couverture jusqu'au bord du ruisseau où l'or alluvial peut s'écouler d'un système récifal au fil des siècles de pluie et se déposer dans les crevasses et les pièges rocheux en contrebas. Le ruisseau a ses propres parcours systématiques, s'étendant bas au-dessus des rochers arrondis de la rivière, recherchant les marges où l'eau plus lente laisse tomber sa cargaison la plus lourde. Rien. Revenons au Mulhoc. Un angle différent. À travers l'état, cette fois, franchissant les cols précédents à 90 degrés. Une cible sonne, c'est de la grenaille de plomb. Un autre sonne 20 minutes plus tard. Il s'agit d'un clou courbé en double produisant un son qui aurait pu convaincre un opérateur moins expérimenté d'y consacrer 10 minutes supplémentaires. Les garçons Tassi savent à quoi ça ressemble. Ils le récupèrent en 3 minutes et repartent. Où tu continues, le signal qui change tout. Les garçons de Tassi sont en train d'effectuer un dernier passage sur le bord inférieur du tas de Mulhoc principal lorsque cela se produit. Le ton est différent. Pas le bruit sourd et superficiel du fer en surface. Avec ça, je peux voir dans le sol pour trouver l'or qu'ils ont jeté, tout comme cette pièce ici. Eh bien, je suppose que c'est un morceau. Cela me donne tous les bons signaux, pas la réponse irritante de quelque chose de gravement corrodé assis à un angle. C'est propre, répétable. Un signal clair situé à une profondeur qui le place sous la couche de déchets de surface qui a défini toute la journée. Un prospecteur expérimenté ne s'engage pas à creuser dès le premier passage. Il vérifiait à nouveau. Et encore, le signal tient à chaque fois. La fouille s'ouvre avec précaution. Terre enlevée. Quantité contrôlée. Le détecteur vérifie les déblais à chaque étape. Traquer la cible. Le trou est plus profond que la couche de déchets. Le signal reste dans le sol. Ensuite, il entre dans le butin. Et dans le butin pris dans une petite motte de terre argileuse et lourde qui se brise sous une main gantée, il y a de l'or. La couleur frappe en premier. Le jaune particulièrement riche de l'or naturel de haute pureté, indubitable une fois que vous l'avez vu sous un vrai jour sur un vrai sol. Un prospecteur l'appellerait une cueillette ou une petite pépite, assis à une fraction de gramme de poids. Il a la surface rugueuse et irrégulière de l'or, qui n'a pas voyagé loin de sa source. L'or illuvial ne s'est que légèrement déplacé du matériau récifal qui le contenait à l'origine. Assis dans le mulet où un mineur l'a jeté sans savoir ce qu'il jetait, c'est petit. Et ça change tout, ce qu'une petite pièce d'or prouve réellement. Une petite découverte au bon endroit a plus d'importance qu'une grande découverte au mauvais endroit. 1. Ce que prouve cette pièce d'or est spécifique. Le sol est encore aurifère. Ce seul fait renverse l'hypothèse selon laquelle les terrains abandonnés sont des terrains épuisés. Les mineurs qui travaillaient dans cette région dans les années 1800 ont laissé de l'or derrière eux. Pas parce qu'ils étaient incompétents, c'étaient des opérateurs qualifiés qui utilisaient la meilleure technologie à leur disposition. Mais parce que la technologie avait un plafond et que cette pièce d'or se trouvait en dessous. Un détecteur de laboratoire de mine du XXIe siècle peut trouver ce qu'un mineur du XIXe siècle travaillant à l'œil nu et à la main ne pouvait pas trouver. La découverte valide la recherche. Les documents historiques pointaient vers cette zone. La géologie a soutenu l'interprétation. Les anciens chantiers ont confirmé que de l'or avait déjà été trouvé ici. Et maintenant, une véritable pièce d'or naturelle confirme que l'interprétation était correcte. La méthode fonctionne, le sol produit encore. Là où il y a une pièce d'or dans un sol comme celui-ci, il y en a généralement plus. Les pépites d'or dans un système récifal ne se présentent pas de manière isolée. Cette pièce isolée. On le trouve dans des poches et des parcours liés aux caractéristiques structurelles du récif. Défaut. Dévirage. Zone où la minéralisation s'est intensifiée. Trouver une pièce signifie que la zone de recherche est correcte et que la méthode est confirmée.
Cela signifie plus de temps dans cette zone, une couverture plus minutieuse et la possibilité réelle que des pièces supplémentaires se trouvent actuellement à portée du détecteur. Cela pourrait être n'importe lequel de ces 3 rochers. Je vais d'abord essayer le plus gros, car si c'est évidemment le plus gros morceau d'or, c'est mieux. Et ouais. Oh, c'est un morceau magnifique. Les garçons Tassi n'en ont pas fini ici. Ce que les garçons Tassi savent, les cartes ne le montrent pas. Les gisements aurifères de Tasmanie ne sont pas complètement explorés selon les normes modernes. Les hommes qui les travaillaient au XIXe siècle le faisaient sans technologie de pénétration du sol. Sans la sensibilité des détecteurs modernes et sans 150 ans de recherche géologique supplémentaires sur lesquels s'appuyer. Ils trouvèrent ce qu'ils pouvaient de voir et atteindre. Ils ont laissé ce qu'ils ne pouvaient pas. Les archives historiques de l'exploitation aurifère en Tasmanie se trouvent dans les archives d'État et dans les rapports d'études géologiques qui sont accessibles au public et presque jamais lus. Ces documents décrivent les chantiers, les chiffres de production et les observations géologiques qui, ensemble, montrent non seulement où l'or a été trouvé, mais aussi où les anciens mineurs se sont arrêtés. Pas parce que la géologie était épuisée, parce que l'effort n'était plus rentable avec les outils dont ils disposaient. C'est une chose très différente, et ce sont des informations qui pointent directement vers un terrain qui mérite d'être détecté. Les garçons de Tassi lisent ces documents avant d'emballer leur équipement. Ils croisent que les anciens rapports des gardiens des mines avec les cartes géologiques. Ils recherchent le schéma des travaux qui ont eu lieu, ont obtenu de l'or, puis se sont arrêtés brusquement. Il ne s'agit pas de la disparition progressive d'un système véritablement épuisé, mais de la fermeture brutale d'une mine devenue non rentable avant de se vider. C'est à ces points limites que se rend le laboratoire minier. Le détecteur est la dernière étape d'un processus qui démarre dans une archive. C'est ce que les cartes ne montrent pas. Pas l'emplacement de l'or lui-même, mais l'endroit où les anciens mineurs ont arrêté de le chercher. L'or n'est pas tout parti avec eux. Le terrain sur lequel les garçons de Tassi travaillent aujourd'hui a une histoire minière documentée, une géologie qui soutient la présence continue d'or. Et maintenant, une découverte moderne confirmée qui prouve les deux. Abandonner ne veut pas dire vide. C'est la vérité fondamentale que produit ce voyage. Pas seulement comme une phrase, mais comme un fait démontré en temps réel, sur le terrain réel, par une pièce d'or qui est restée dans un donjon à mulets pendant plus d'1 siècle, en attendant qu'un détecteur suffisamment sensible la trouve. La prospection de l'or en Tasmanie n'est pas un passe-temps pour les impatients ou les non-préparés. Le terrain exige de réels efforts. La météo est rude, les signaux sont pour la plupart nuls, et l'or, quand il arrive, est petit et durement gagné après des heures de travail méthodique sur un terrain difficile. Mais le terrain est là, l'histoire est documentée, la géologie pointe vers des cibles spécifiques, et les archives historiques montrent exactement où les anciens mineurs se sont arrêtés avant que le terrain ne soit véritablement terminé, et prouvent aujourd'hui que l'or n'est pas tout reparti avec les hommes qui ont abandonné ces fouilles il y a toutes ces années. Les garçons de Tassi seront de retour, ils savent exactement ce qu'il y a encore là-bas, et quelque part dans ce paisible buisson de Tasmanie encore de l'or attend. Si vous voulez voir ce qu'ils sortent du pays, et que personne d'autre n'est prêt à rechercher, à vous abonner et à appuyer sur la cloche parce que le prochain voyage est déjà prévu, et que ce qui sort de terre pourrait être plus grand que cela, déposez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous qu'il reste plus d'or dans les anciens chantiers abandonnés de Tasmanie, ou les premiers mineurs ont-ils tout récupéré? Faites-nous savoir ce que vous en pensez.